Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez originale. On n'a encore pas vu ça sur la chaîne, mais ça va se multiplier par l'avenir. Ça va être des classements. Donc, je vais classer des œuvres de même artiste, des œuvres d'un même genre, mais je vais aussi classer des fois des artistes entre eux, que ce soit des peintres. Alors, ça peut être les meilleurs peintres du 19e, ça peut être les meilleurs sculpteurs animaliers. Voilà, on va un peu voir ce genre de choses. Et on commence aujourd'hui avec le top 10 des symphonies de Beethoven. Je sais que ça va vous étonner, top 10. Si vous connaissez un petit peu la musique classique, vous savez qu'il n'y a que 9 symphonies de Beethoven, en tout cas voilà, dans la numérotation, mais vous allez voir, vous allez découvrir en plus de ça qu'il y a une autre œuvre qui s'appelle Symphonie, et c'était aussi l'occasion de vous la faire découvrir. Alors avant toute chose, je vais vous parler un petit peu du principe du classement. Il y a deux sortes de classements, il y a le classement objectif et le classement subjectif. Je sais que ça va étonner certains d'entre vous qui croient à tort que l'art c'est toujours subjectif. Je ferai un jour une vidéo là-dessus, dans quelques semaines. En fait non, hein, si l'histoire de l'art, la discipline qui est une science humaine existe, c'est bien qu'on peut étudier l'histoire de l'art de manière scientifique, de manière objective. Alors pour rappel, je vous mets la définition de l'objectivité. Voilà, en fait c'est une intention l'objectivité. C'est-à-dire c'est une volonté de porter un regard sur quelque chose avec impartialité, où on met nos propres goûts de côté. Donc il faut bien distinguer ça et la subjectivité, qui est les goûts de la personne, qui sont propres et qui sont bien sûr tout à fait louables. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit parallèle entre le classement des symphonies de Beethoven, donc qu'on va voir là, qui prend en considération des éléments musicologiques, historique, c'est-à-dire on va voir comment a été perçue sa symphonie au début, comment les symphonies ont été perçues aussi à travers les époques, quels sont les éléments musicologiques originaux dans l'instrumentation, dans l'harmonie, etc. Là, j'ai pris en compte tout ça, et j'ai pris aussi en compte un maximum d'avis différents de spécialistes, mais aussi du public. Donc on va voir ça, et à la fin, je vous montrerai en parallèle le classement subjectif, le mien, de mes goûts, voilà, les symphonies que je préfère écouter. Vous verrez qu'il y a pas mal de différences. Bien sûr, aussi extraordinaires que soient les symphonies de Beethoven, elles sont toutes bonnes, jusqu'à extraordinaires, mais bien sûr, voilà, il y a une sorte d'échelle entre, on va voir, qu'il y a quand même une belle différence de niveau entre ces toutes meilleures et ces symphonies les moins réussies, en sachant quand même qu'une symphonie pas très réussie par Beethoven, ça reste une symphonie meilleure que la plupart des compositeurs, bien sûr. Pour terminer, quelques généralités. D'abord, vous allez voir, mais toutes les symphonies de Beethoven ont été composées après ses 30 ans. Donc ça veut dire qu'il avait déjà une certaine maturité. Je vous rappelle les trois périodes. Il est habituel de classer les œuvres de Beethoven selon trois périodes stylistiques de Beethoven. C'est depuis le 19e siècle déjà qu'on a cette vision de son œuvre. Alors vous avez, là je vous les affiche, vous avez d'abord une première période jusqu'à 1802, classicisme, c'est-à-dire que c'est vraiment hérité de ce qui se faisait à l'époque de Mozart et de Haydn, qui sont deux parmi ses modèles favoris. Ensuite, de 1803 à 1814, romantisme. Là, on trouve des éléments qui sont précurseurs du romantisme musical et qui vont lancer même le romantisme musical. Et enfin, 1815-1827, jusqu'à sa mort, c'est une période plus compliquée à qualifier, elle est plus introspective, ça c'est sûr et certain, c'est beaucoup plus intérieur, c'est beaucoup plus profond, c'est aussi beaucoup plus intellectuel, on laisse l'expressivité un petit peu de côté, elle est toujours présente, mais l'intellect vient un peu plus, et notamment avec l'utilisation du contrepoint qui devient de plus en plus présent. Donc c'est une période plus complexe à apprécier, mais très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'innovations, de nouveautés musicales dans cette période. Dixième du classement, la deuxième symphonie, composée en 1802, il a 32 ans, et on est encore dans sa première période de composition, c'est-à-dire celle qui est basée un peu sur le classicisme musical. Globalement, c'est une symphonie qui, par rapport aux autres, déçoit quand on les écoute toutes, et qui avait déçu. D'ailleurs, lors de la première, l'accueil avait été assez mitigé à l'époque, au 19e siècle, notamment parce que c'était pas habituel, ce côté grandiose, ce côté tout en puissance, typique de Beethoven, c'était pas habituel, donc ils ont été étonnés déjà par ça. Bien sûr, elle a quand même des intérêts, cette symphonie, elle est dixième, mais ça reste une symphonie de Beethoven. On a par exemple la coda, qui est très intéressant, qui est vraiment d'envergure, beaucoup plus d'envergure que ce qui se faisait avant, notamment.
L'instrumentation, on dépasse largement aussi ce que faisait Haydn, alors que dans la première symphonie, qu'on va trouver un peu plus loin, c'est vrai que l'orchestration n'était pas aussi originale. On peut voir aussi que certains des 4 mouvements sortent des formes classiques, donc il y a une émancipation. Donc il y a une originalité, on voit commencer à poindre le vrai Beethoven, celui des grandes symphonies. Le petit défaut, c'est que c'est pas du tout abouti. Voilà, c'est une base de travail très très intéressante. On peut déjà percevoir, si on connaît les autres symphonies, que Beethoven était en train justement de devenir le grand Beethoven, mais pour l'ensemble des commentaires que j'ai pu lire et mon analyse personnelle, on peut quand même dire que c'est encore trop à l'état d'embryon, et c'est pour ça que je la mets 10e. D'ailleurs, il faut remarquer que c'est la symphonie de Beethoven la moins jouée, ex aequo avec la 8e symphonie. À la 9e place, la 4e symphonie, qui est composée en 1806, donc il y a 36 ans, et qui est cette fois-ci de la 2e période. Donc c'est très étonnant cette symphonie, on va voir plus loin, hein, les premières et la 3e symphonie aussi, on va voir que la 3e symphonie commençait à apporter des nouveautés et rentrer dans le romantisme musical, mais ici avec cette 4e symphonie, on est étonné par les proportions classiques et par l'instrumentation qui est quand même assez modeste. Quelles raisons on peut y trouver? D'abord, c'est une œuvre qui a été commandée, qui a été réalisée pour le comte Oppersdorff, et qui était quelqu'un de très riche et qui avait son propre orchestre privé. Donc on peut penser que Beethoven a voulu faire une œuvre qui était jouable par un petit orchestre privé. Ça peut s'expliquer. Et donc on voit là que c'est très très important de connaître le contexte des œuvres, qu'une approche purement esthétique est forcément limitée. Bien sûr, on peut apprécier l'œuvre de façon esthétique, mais pour comprendre l'œuvre, le contexte est important. Et ici, certainement qu'il y avait une volonté de Beethoven de revenir à des choses un peu plus simples et d'être adapté aux commanditaires. Donc c'est pour ça que cette œuvre se rapproche quand même du XVIIIe siècle aussi, et que d'ailleurs au XVIIIe siècle, quasiment toutes les œuvres venaient de commandes. Alors que justement Beethoven a pour particularité d'avoir été un des premiers compositeurs à faire des œuvres de son propre chef, d'être vraiment acteur à 100% de sa création. Donc ça c'est quand même aussi un point qui explique pourquoi cette 4e symphonie est un petit peu inférieure aux autres symphonies. 4 mouvements. Le premier, on peut quand même noter l'utilisation originale des timbales. Chez Beethoven, il y avait toujours des originalités. Il aimait bien toujours surprendre par le parcours tonal, par l'utilisation de tel ou tel instrument, ou même par l'instrumentation, en rajoutant des instruments peu habituels pour un orchestre symphonique. Donc là, c'est quand même les timbales, mais l'ensemble n'est pas particulièrement passionnant par rapport à ce qu'il a pu faire dans ses autres symphonies. Deuxième mouvement, rien à dire, on est à peu près au même niveau. Troisième mouvement, plus intéressant, parce que l'originalité de Beethoven dans les symphonies, c'est que au XVIIIe siècle, il y avait toujours des menuets, il y avait un mouvement lent, hein, donc au deuxième mouvement en général, puis un menuet. Beethoven, lui, va utiliser des scherzos, et il va donner notamment à ce scherzo de plus en plus d'importance. Il va développer un scherzo purement beethovenien, et après qui va être repris au XIXe siècle. Et ici, on voit qu'il commence à donner plus d'ampleur au scherzo, donc le troisième mouvement. Le 4e mouvement est dans l'esprit de Haydn, qui était d'ailleurs un de ses professeurs. Donc c'est intéressant, mais par rapport aux autres œuvres, ça fait un petit peu, je ne vais pas dire archaïque, mais voilà, un peu 18e siècle. C'est donc moins surprenant que d'habitude, moins original. Donc c'est pour ça que ça se situe en 9e position. On passe à la 8e position avec la première symphonie composée en 1800. Là on revient à la première période, donc la période classique de Beethoven. Alors pourquoi je la mets devant la 2e et la 4e? Parce que cette première symphonie est très intéressante pour une première symphonie justement, et elle est vraiment l'aboutissement de son premier style. C'est-à-dire que là, le style hérité du 18e, de Haydn, de Mozart, est vraiment totalement maîtrisé, et les 4 mouvements sont vraiment de qualité égale, on peut dire. Il y a vraiment un intérêt, on ne s'ennuie jamais, et donc c'est pour ça. Je pense que cette première symphonie, c'est vraiment l'aboutissement d'un style, alors que la 2e symphonie, qui est 10e, souffre de ça, beaucoup d'idées, de l'avenir, mais pas assez abouti, beaucoup d'idées un petit peu balancées à droite à gauche. Donc une excellente symphonie qui manque un petit peu de modulation des thèmes, mais c'est parce que on est qu'à sa première symphonie, quand il fait des réexpositions, que les thèmes reviennent de façon un petit peu identique, donc il y a une sorte de petite lassitude quand même qui là-dessus, alors que dans les autres symphonies, il va devenir un champion du développement et de la modulation. On passe à la 7e position avec, oui, la surprise, j'ai promis, c'est la symphonie de la victoire
Opus 91 numéro 2. Alors pourquoi? Parce que l'Opus 91, c'est une fantasy symphonie qui s'appelle La Victoire de Wellington, qui avait été commandée par un ingénieur donc allemand, qui avait créé le métronome et qui avait créé aussi un nouvel instrument qui s'appelait le panharmonicon, qui a disparu, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est pas ça qui va nous intéresser. Et donc il avait commandé cette œuvre aussi pour fêter la victoire de Wellington, la victoire militaire. Et donc le deuxième mouvement de cet opus 91 s'appelle la symphonie de la victoire. Alors, bien sûr, c'est pas exactement une symphonie, mais ça porte quand même ce terme. Donc j'ai voulu l'intégrer parce que c'est une œuvre que j'aime bien et qui vaut le coup d'être connue. Donc 1813, on est sur la fin de sa deuxième période. Ici, alors c'est tout à fait original, bien sûr, parce que, alors c'était, je vous resitue, la bataille, c'était entre les armées napoléoniennes et les Anglais. Donc on va vraiment avoir ressentir au niveau du son un combat entre les troupes anglaises et les troupes françaises. Et sur la partition, c'est indiqué quel son correspond à quelle armée. Le but, c'est vraiment de reproduire la bataille. Et d'ailleurs, cette idée va être reprise par Tchaïkovski dans son ouverture 1812. Et d'autres compositeurs aussi vont reprendre ça. Et c'est pour ça aussi que je situe bien cette symphonie de la victoire, parce qu'elle a cette originalité. C'est une œuvre à programme, et c'est une des premières de l'histoire. C'est pas la première, mais c'est une des premières. Elle met en place des morceaux de bataille, ça aussi c'est très nouveau. En plus, cette œuvre a été marquante puisque dans l'orchestre, il y avait beaucoup de grands compositeurs et amis de Beethoven, notamment Salieri, Hummel et Meyerbeer. Et donc ça a été un moment important musicalement au XIXe siècle. Ça a été un énorme succès et ça a été pendant longtemps l'œuvre la plus célèbre de Beethoven. Donc rien que pour ça, elle mérite une belle place dans ce classement. Alors, bien sûr, cette œuvre par la suite va être critiquée parce qu'une fois sortie du contexte des batailles napoléoniennes et de ce concept de commande, pour ceux qui découvraient cette œuvre quelques décennies plus tard, on a commencé à la critiquer, on trouvait ça un petit peu ostentatoire, surtout que on connaissait le Beethoven de la dernière période, celui qui est beaucoup plus introspectif, celui qui est beaucoup plus intellectuel, avec des œuvres beaucoup plus profondes. Et donc cette œuvre un petit peu qui marquait bien aussi la fin de sa période romantique, on pourrait dire, très exubérante, avec le recul, certains l'ont critiqué et ont vu une sorte de déviance qui a été corrigée par Beethoven lui-même dans sa dernière période. Je précise que cette œuvre donc, est en un seul mouvement ininterrompu. Alors bien sûr, il y a des sections qui rappellent un petit peu une œuvre en plusieurs mouvements. Vous avez un allegro, un andante, puis un final fugué. Donc voilà, cette passion pour la fugue est déjà présente, alors que ça sera vraiment le centre de ses constructions, de ses compositions dans sa dernière période. On est dans du pur Beethoven, l'orchestration très intéressante, le passage fugué est intéressant bien sûr aussi. Le premier mouvement, bataille, est d'après moi beaucoup moins intéressant, mais ça ne nous concerne pas ici puisqu'on parle de symphonie. Donc une bonne œuvre très agréable à écouter, que je vous encourage à écouter, cette symphonie de la victoire. On passe à la 6e position du classement avec la 8e symphonie de Beethoven. Oui, là on avance beaucoup, on est en 1814, donc on n'est pas loin finalement de la symphonie de la victoire aussi. Là il a 44 ans, donc il est vraiment dans sa maturité. On est toujours dans la deuxième période, à la limite de la deuxième période de Beethoven. Donc déjà, elle est très étonnante cette 8e symphonie, déjà parce que comme la 4e symphonie, elle se situe entre deux symphonies très célèbres, la 7e et la 9e. Et puis les trois premiers mouvements sont de dimension modeste par rapport à ce qu'a pu montrer Beethoven dans sa 5e et 6e symphonie, et même 7e symphonie. Donc déjà c'est très étonnant qu'il ait fait ce choix-là pour la 8e symphonie. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un point fort cette symphonie, c'est son 4e mouvement, je vous l'ai dit. Le dernier mouvement, c'est souvent là où Beethoven montre tout son talent. Et donc, c'est vrai ça fait partie des meilleures pages de Beethoven. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi cette symphonie n'est que 6e. Mais finalement, elle est 6e, elle aurait pu être beaucoup plus loin dans le classement si on s'était arrêté aux 3 premiers mouvements. Le deuxième mouvement, à la grâce d'un ballet, c'est assez intéressant, même si c'est un peu inhabituel chez Beethoven. Mais voilà, donc le 3e mouvement est assez quand même déconcertant dans son final, surprenant, ça c'est une des forces de Beethoven d'être surprenant, mais c'est vraiment le 4e mouvement qui permet à la 8e symphonie finalement de gagner des places, d'être là. C'est d'ailleurs, je vous l'ai dit pour la 2e symphonie, mais la 8e et la 2e symphonie sont les 2 symphonies les moins jouées de Beethoven. Et d'ailleurs Beethoven lui-même appelait cette symphonie la petite symphonie. Donc voilà, il avait beaucoup moins d'ambition, il avait conscience que c'était une œuvre. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? Déjà, il faut savoir qu'elle a été écrite en même temps que la 7e symphonie, qui est une grosse symphonie, très puissante,
Et il y a cette idée peut-être justement qu'il a fait ce petit divertissement, on pourrait dire, en parallèle, voilà, pour créer un contraste. Et puis on remarque, je vous l'ai dit, qu'il y a un contraste entre les symphonies pair et impair, et peut-être qu'il avait conscience de ça, et que donc il a cherché volontairement, après une grosse symphonie, d'arriver sur quelque chose de plus léger. Elle dénote aussi cette symphonie, et je terminerai là-dessus, par le fait qu'il n'y a pas de mouvement lent. C'est unique, hein, c'est la seule symphonie dans ce cas-là, chez Beethoven, pas de mouvement lent, et c'est pour ça que d'ailleurs on estime aussi que c'est l'œuvre la moins tourmentée, la moins sombre de Beethoven. Les thèmes sont plus légers, mais très agréables tout de même, et il n'y a pas de mouvement très sombre, comme une marche funèbre, etc. Donc, voilà. Donc une symphonie quand même de qualité, c'est du Beethoven, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise symphonie, loin de là, mais forcément qui est en retrait par rapport au top 5. On arrive au top 5, et là on rentre dans du sérieux. À partir de là, on n'a que des grands chefs-d'œuvre de la musique. On va dire que Beethoven aurait pu rester célèbre avec une seule des 5 dernières symphonies qui restent. Voilà, il aurait pu marquer son temps et être dans les livres d'histoire avec une seule. Et non seulement voilà, il en a fait 5, mais en plus, bien sûr, il est resté célèbre aussi pour ses sonates, pour ses quatuors. Voilà, mais c'est pour vous dire le niveau du top 5. La troisième symphonie de 1804. Voilà, on est revenu en arrière, on est au tout début de sa deuxième période. Et on est sur une œuvre qui a une histoire passionnante déjà. Elle s'appelle Héroïque. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle devait s'appeler certainement Bonaparte, parce que Beethoven était passionné par ce personnage, ce héros de la Révolution, et il avait décidé de lui dédier cette œuvre. Et quand il a appris, au moment même de faire publier sa symphonie, il a appris que Napoléon avait mal tourné et il s'était fait sacrer empereur. Il a été extrêmement déçu. Les témoins de l'époque disent qu'il a raturé le Bonaparte, et à la place, il a mis ce terme de héroïque. Donc c'est un peu une symphonie qui est un hommage au grand héros dont Bonaparte ne fait plus partie. Cette symphonie, pourquoi elle est marquante? Et pourquoi elle se situe 5e? Déjà parce que elle marque vraiment le début, le grand début de la deuxième période. Alors on peut dire que le 3e concerto déjà marque le début de cette période, mais là au niveau symphonique, c'est vraiment la première symphonie qui rentre de plein fouet là-dedans, et c'est même, on peut dire, la première symphonie du romantisme musical. Et rien que pour ça, bien sûr, elle a une importance historique exceptionnelle. D'ailleurs, il suffit de voir rien que la longueur, elle est 2 fois plus longue que les sonates d'Haydn et de Mozart. Donc on rentre dans une autre envergure, c'est-à-dire l'envergure des symphonies du 19e siècle, qui ont été de plus en plus longues. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément meilleures que celles du 18e, mais c'est une des caractéristiques, ce sont des morceaux beaucoup plus imposants. Déjà, rien qu'avec le premier mouvement, cette symphonie s'impose. C'est un excellent mouvement. Là, il n'y a pas de petite intro comme ça pouvait se faire au XVIIIe siècle. On rentre dans le vif du sujet avec une entrée de l'orchestre épique, et ça va être une des signatures de Beethoven, bien sûr. Et ensuite, le développement qui prend beaucoup d'ampleur par rapport à ces symphonies 1 et 2. Ça aussi, voilà, c'est une évolution, et par rapport à Beethoven, mais aussi par rapport à ce qui se faisait au XVIIIe siècle. Donc, beaucoup plus de consistance, et une conclusion grandiose aussi typique des symphonies de Beethoven. Ensuite, on a 2 mouvements qui sont de grande qualité, mais un peu pris entre le premier et le dernier mouvement, qui sont exceptionnels. D'abord une marche funèbre, donc là on est encore dans quelque chose de très sérieux, de très costaud, et puis ensuite un scherzo purement beethovenien. Ça y est, là on est donc dans le scherzo beethovenien, celui qu'il a développé, fini les menuets dans les symphonies, et il reprend le scherzo qu'en plus il développe à beaucoup plus grande échelle. Donc c'est pas forcément son meilleur scherzo, mais il est très intéressant pour le fait qu'il est le premier de cette envergure-là et le premier pur scherzo beethovenien, mais aussi par plein de petits détails comme l'instrumentation, l'utilisation par exemple de 3 corps notamment. Et bien sûr le dernier mouvement, on revient sur un grand mouvement, un gros mouvement, comme il sait le faire. On pourrait que c'est une simple série de variations, pas du tout, c'est un ensemble de variations et des développements fugués. Donc déjà, il y avait cet intérêt pour la fugue, déjà très tôt. Il va le développer bien sûr après 1815, mais là, déjà, on le retrouve. Et donc, le thème est peut-être un peu moins accrocheur que certains thèmes qu'il a pu faire dans d'autres symphonies, mais alors, techniquement, c'est vraiment très intéressant. Donc une œuvre qui, finalement, a 4 mouvements intéressants pour différentes raisons, qui est bien structurée, qui est de grande ampleur. C'est pour ça qu'elle est sans aucune discussion top 5. Mais pourquoi pas mieux? Parce que devant, on a encore des choses encore plus abouties et encore plus marquantes peut-être pour l'histoire de la musique. 4e position, la 7e symphonie, donc 1812 cette fois-ci, toujours dans la deuxième période romantique. Donc là on revient encore à une symphonie extrêmement
puissante et très dramatique aussi. La symphonie se base sur des rythmes robustes, ça c'est typique des symphonies impaires, mais aussi sur une brillante orchestration. Ce qui est très fort dans cette symphonie, c'est l'unité globale qu'elle a. Beethoven va utiliser un motif commun qui va revenir dans les 4 mouvements, et donc ça donne une structure, une cohérence, et c'est ce qui fait que cette symphonie, finalement, elle n'a pas l'intérêt historique de la 3e symphonie, en marquant un changement d'époque, etc., mais elle est encore plus aboutie sur sa construction globale. Le premier mouvement est une réussite, c'est du pur Beethoven, tout en puissance, mais surtout le 2e mouvement fait un succès extraordinaire, parce que même lors de la première audition, la création, il a été bissé. Aujourd'hui, bon, ça n'existe plus trop de bisser des mouvements, d'ailleurs, ça se fait très rarement. À l'époque, ça se faisait, s'il y avait un énorme succès, hop, on le refaisait immédiatement, dans la foulée. Et donc, lui, ça a été le cas, et c'est vrai que ce 2e mouvement de la 7e symphonie, vous le connaissez tous, vous l'avez entendu, en plus, il est utilisé dans énormément de films. Il y a vraiment, c'est un des plus grands morceaux de musique jamais écrit, et c'est ce qui fait que, pour moi, d'après mes analyses et d'après aussi tout ce que j'ai pu lire, cette 7e symphonie est juste devant la 3e symphonie, c'est ça. Ce morceau est vraiment très emblématique de la musique de Beethoven et de la musique en général. C'est un pur chef-d'œuvre, et dans la 3e symphonie, on n'a pas un morceau à ce niveau-là. Le 3e mouvement, c'est du pur scherzo beethovenien, mais le 4e mouvement, on revient encore sur du très haut niveau. Wagner avait qualifié ce 4e mouvement d'apothéose de la danse. Et Wagner était quelqu'un de très difficile dans ses commentaires. Donc une superbe 7e symphonie qui mérite sa 4e, de pas beaucoup, elle dépasse la 3e symphonie, mais quand même, par son unité, par ce motif commun aux 4 mouvements, et par ce 2e mouvement emblématique de la musique classique, évidemment, il passe légèrement devant, mais ça ne suffit pas pour atteindre le top 3. On arrive à la 3e position avec la 6e symphonie. Composée en 1808, alors qu'il a 38 ans, dans sa 2e période, c'est un ovni dans ses symphonies. Peut-être que la seule qui sera aussi étonnante, ça sera la 9e symphonie, mais au moment où il écrit, c'est inattendu. On est sur une symphonie impaire, donc on sait qu'on ne va pas avoir une œuvre très rythmique, tout en puissance, que ça va être des belles mélodies. Mais là, quelle mélodie! Je vous redonne, je vous affiche le titre, le sous-titre de cette œuvre, Souvenir de la vie campagnarde, dépeignant davantage des sentiments qu'un tableau. Alors, le fait de faire une symphonie dans la 6e symphonie, je vous le rappelle, c'est la symphonie pastorale, c'est pas la première fois qu'en musique on s'inspire de la nature, ça se faisait beaucoup par le passé, et qu'une symphonie suive un programme où chaque mouvement est vu comme un tableau, ça avait déjà été fait en 1784 par un autre compositeur, et le programme était assez similaire. Mais la différence, c'est que jusqu'à maintenant, quand on parlait de nature, on faisait du figuralisme, c'est-à-dire que les compositeurs cherchaient à reproduire les sons de la nature, les oiseaux, etc. Ici, Beethoven nous met en garde dès le départ, et pourtant beaucoup de commentateurs font l'erreur, ce ne sont pas des tableaux, non, ce sont bien des sentiments. En fait, ce qu'il a voulu évoquer, Beethoven, c'est les sentiments qu'on ressent face à un paysage, et mettre ces sentiments-là en musique. Donc il ne s'agit pas du tout de peinture musicale, même si, évidemment, quand l'ambiance générale nous fait imaginer, nous, à de la nature, à des paysages de campagne, évidemment, mais ce n'est pas l'objectif premier de Beethoven. Donc là, je vous mets les 4 titres, je vous affiche les 4 titres, vous voyez, éveil d'impression agréable en arrivant à la campagne, scène au bord d'un ruisseau, joyeux assemblée de paysans, tonnerre et orage, et chant pastoral, sentiment joyeux et reconnaissant après l'orage. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une sorte de logique, on va de l'éveil jusqu'à l'orage, puis ensuite l'après-orage et le chant pastoral, on nous raconte une histoire. Donc là, on est face à une œuvre à programme, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'était une des nouveautés du 19e siècle, et Beethoven fait office aussi de précurseur ici, ce qui fait aussi que cette symphonie est exceptionnelle. Ensuite, bien sûr, tous les mouvements sont intéressants, les mélodies sont extraordinaires, évidemment. On est dans quelque chose d'assez léger. Le premier mouvement, par exemple, éveil d'impression agréable. Le premier thème est très charmant. À la fin, il y a une fanfare villageoise, etc. On est vraiment au cœur de la campagne. C'est vraiment de grande qualité. Mais il y a quand même un mouvement qui fait la différence. Une fois de plus, c'est le 4e mouvement, tonnerre et orage.
Il y a un coup de génie là de Beethoven, c'est qu'il fait commencer sa tempête par un pianissimo, par un thème tout en douceur. Et en fait, on sent la tension musicale monter progressivement. Et on voit que cette tempête va être inexorable. Hein, c'est un peu comme si on la voyait arriver au loin. Et c'est ça. Alors que d'autres compositeurs, pour ce genre de mouvement, auraient balancé le plus de puissance possible. Non, il l'amène progressivement. Et c'est un mouvement qui a été très apprécié par la critique, et ça fait partie des grands mouvements de Beethoven. Donc entre ce mouvement, la qualité générale, l'originalité de cette sixième symphonie, et surtout le niveau équivalent des 5 mouvements, hein, il n'y a pas de creux à un moment donné, c'est pour ça que je la place devant la septième symphonie, qui n'a pas cette originalité en tant que symphonie de Beethoven. Top 2, j'ai envie de dire évidemment, alors la cinquième symphonie, c'est tellement célèbre, c'est première mesure exceptionnelle. Là, on est à un tel niveau, c'est-à-dire qu'on est à un niveau où l'œuvre est marquante rien que par ses premières mesures. Alors, rien qu'après ses premières mesures, déjà, si on s'arrêtait là, que derrière on faisait une symphonie correcte, ça suffisait à la rendre célèbre. Et pourtant, le niveau est globalement extraordinaire. Alors là, je vous mets une phrase de Hoffmann, hein, le fameux auteur des contes d'Hoffmann, mais qui était aussi critique musical. Il dit qu'il y voit la quintessence du romantisme musical et que c'est l'une des œuvres les plus marquantes de l'époque. Ouais, donc déjà, vous voyez ce commentaire extrêmement positif. Donc bien sûr, le premier mouvement est culte, évidemment. Les deux mouvements centraux sont, finalement, sont pas que sont pas bons, c'est qu'en comparaison du premier mouvement, évidemment, on retombe un petit peu, mais ça crée un beau contraste, parce qu'au quatrième mouvement, Beethoven relance la machine. D'ailleurs, c'est intéressant de lire dans les commentaires du 19e siècle que c'était le quatrième mouvement qui était le plus célèbre, le plus apprécié, alors qu'aujourd'hui, tout le monde connaît surtout ce premier mouvement et ses premières mesures si célèbres. Donc, pas besoin de vous faire un grand discours. Il y a bien sûr des tonnes de qualité. Au niveau de l'instrumentation et de l'orchestration, il y a des originalités qu'on n'avait jamais entendues chez des grands compositeurs. Il y a une unité interne, comme dans la 7e symphonie, il y a vraiment une unité interne, une cohérence musicale entre les 4 mouvements. C'est un chef-d'œuvre ultime de la musique, mais il n'est que deuxième. Alors pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec le premier du classement. Le premier du classement, c'est la 9e symphonie, 1824. Alors là, on est vraiment plein 3e période, alors qu'on était toujours dans les premières ou deuxième périodes. Il a 54 ans, et là, on sent vraiment qu'il a tout mis dans cette œuvre. Il a dernier beaucoup plus de temps que d'habitude pour la composer. C'est une œuvre, bon, vous la connaissez tous, avec l'hymne à la joie, qui a marqué l'histoire de la musique également. C'est une œuvre qui, dès le début, a un immense succès. Chaque mouvement a été applaudi lors de la création, et même le scherzo a tellement eu du succès que il y a eu des applaudissements pendant le mouvement, pour vous dire le succès incroyable de cette symphonie. Tout est intéressant, tous les mouvements sont intéressants. Je vais quand même plus particulièrement m'arrêter sur le deuxième mouvement, qui est un scherzo, et ça n'a l'air de rien, mais c'est la première fois que le scherzo n'est pas en troisième. En général, c'est le mouvement lent, donc voilà, là il y a une inversion. Le scherzo, là on sent l'aboutissement du travail de Beethoven sur les scherzos depuis sa première symphonie. Là on arrive à l'aboutissement avec un scherzo resté légendaire, et pourtant ce n'est pas le morceau le plus légendaire de cette œuvre. Évidemment, c'est le quatrième mouvement, avec une partie vocale très importante, avec des chœurs, des solistes. C'est du jamais vu dans une symphonie, donc rien que ça c'est unique, et c'est extrêmement bien fait. Ça va tellement marquer l'histoire de la musique que beaucoup de compositeurs vont reprendre cette idée, et beaucoup de théoriciens et de compositeurs vont même penser que l'avenir de la musique symphonique, et même des symphonies aussi, passera forcément par la musique vocale associée à la musique instrumentale. Pour vous dire, pour eux c'était vraiment un testament musical, l'aboutissement de ces recherches. Pour eux, Beethoven avait compris que si une vraie symphonie doit intégrer la voix qui est le plus grand des instruments. Sauf que cette théorie est fausse, certainement, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Un petit mot quand même sur les premiers et troisième mouvements aussi, je n'en ai moins parlé. Un point très important qui marque aussi cette symphonie, c'est que là, par le développement, par l'utilisation de l'harmonie, etc., Beethoven anticipe deux autres géants de la symphonie, Mahler et Bruckner. Donc c'est vrai que le deuxième et le quatrième mouvement sont plus populaires au niveau du public, mais les premiers au troisième, pour les musicologues, c'est quand même exceptionnel justement par ce fait d'anticiper si longtemps à l'avance et d'ouvrir cette voie à d'autres types de symphonies. D'ailleurs, je conclurai avec un terme de Wagner sur ce classement. Sur la 9e symphonie, Wagner avait dit
c'est la dernière des symphonies. Voilà, pour lui, c'était l'achèvement. Et d'ailleurs, Debussy avait dit la même chose. Il avait dit, quand on a entendu les symphonies de Beethoven, et qu'on arrivait à la 9e, à quoi ça sert d'écrire des symphonies? Bon, c'est un peu exagéré, parce qu'il y a beaucoup de magnifiques symphonies qui ont été écrites au 19e après Beethoven, mais c'est pour vous dire, pour aussi les musiciens, la valeur de cette symphonie. Pour eux, c'est bon. Avec cette symphonie, il clôt une série de symphonies où tout a été dit, où on ne pourra faire plus que des redites. On ne pourra plus innover. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de discussion sur la première place de ce classement. Et il n'y a pas de discussion pour un classement historique, objectif, musicologique, bien sûr, mais après pour les goûts c'est autre chose. Et là je vous mets en parallèle, donc là je vous mets le classement qu'on vient de voir, qui est basé sur des faits historiques, etc. Et ici, je vous mets mon classement, et vous pouvez voir que ça n'a rien à voir. Ma préférée, c'est la 7e. J'ai toujours adoré la 7e, c'est les thèmes qui me parlent le plus, la construction et l'âme qui me parlent le plus. Voilà, ça a toujours été celle qui me plaisait le plus. Vous voyez, par exemple, que la 9e symphonie est assez loin. Moi, je ne suis pas très amateur de musique vocale, donc je suis moins touché, évidemment. Ah, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences dans ce classement. C'était pour vous montrer la différence. Ça, c'est mes goûts. C'est le plaisir que j'aime à écouter, en dehors de toute considération historique, musicologique et tout, le pur plaisir. Et ça, c'est si on prend un maximum de critères en considération. On s'arrête là pour ce top, hein, évidemment. J'espère que ça vous a plu ce principe-là. Dans les commentaires, je vous fais confiance pour deux choses. D'abord, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos symphonies de Beethoven préférées, vos goûts personnels, mais aussi, si vous le souhaitez, peut-être qu'on peut affiner le classement que je propose en prenant en compte d'autres arguments musicologiques, historiques qui m'auraient échappé. Alors n'hésitez surtout pas à m'en parler si j'ai oublié un critère qui permettrait peut-être à une symphonie de gagner une ou deux places. Voilà. On se retrouvera bientôt pour une vidéo sur l'art. Hein. J'essaie d'alterner musique et art plastique. Avec, là je vous mets le titre, Botticelli a-t-il ressuscité la peinture antique? Voilà, ça sera le sujet. Je vous parlerai d'une œuvre de Botticelli qui a tenté un petit peu à sa manière de ressusciter la peinture antique qui avait totalement disparu à l'époque, et même aujourd'hui, on a très peu d'éléments, on connaît très peu de choses. Mais ensuite, après cette vidéo sur Botticelli, on reviendra à la musique avec la 10e symphonie de Beethoven. Et oui, alors il y avait une petite astuce pour le top 10, hein, c'était la symphonie de la victoire, qui n'est pas une véritable symphonie, mais pourtant, oui, il y a bien une 10e symphonie qui existe, voilà, mais qui est bien sûr particulière. Je ne vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas. Je vous donne rendez-vous dans cette vidéo pour vous en parler. C'est très intéressant et ça permet de contredire beaucoup de théories dont je vous ai parlé pour la 9e symphonie, beaucoup de conclusions erronées qu'il y a eu sur cette 9e symphonie. Donc pour ça, abonnez-vous. Cochez la petite clochette pour être notifié de la sortie de la vidéo. Et puis comme d'habitude, hein, un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, partagez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao!